L'Assemblée nationale s'est donc réunie à Bordeaux, le 13 février 1871. Et pendant que ceux qui s'intitulent eux-mêmes les honnêtes gens procèdent à Bordeaux au dépeçage de la France, qu'est-ce qui se passait à Paris? Vous vous rappelez, à la fin de mon premier exposé, je crois que je vous ai cité une phrase de Madame Edgar Quinet, qui est une femme tranquille, et Monsieur Edgar Quinet n'est pas un révolutionnaire, et laquelle disait « Si jamais Paris s'aperçoit qu'on l'a joué, le renversement, le revirement sera terrible. » Et bien Paris commence à s'apercevoir en effet qu'on l'a joué. Il faut regarder les documents du temps, les correspondances, enfin les mémoires. Prenez par exemple Goncourt. Edmond de Goncourt, Dieu sait que c'est un bourgeois et un conservateur. Néanmoins, on voit que Goncourt a été écœuré de ce que l'on a appelé la convention d'armistice qui avait été signée par Jules Favre le 28 janvier 1871. On appelait ça une convention d'armistice et c'était une capitulation. C'est pourquoi Goncourt dit c'est du jésuitisme, ces gouvernants sont de sinistres fourbes. Et en effet, Trochu, le général Trochu, chargé de la défense de Paris, plus tard, en 1896, l'année de sa mort, lorsque ses mémoires paraîtront, dira en riant la convention d'armistice, c'était notre euphémisme gouvernemental. Alors, mensonge de l'armistice, capitulation. Mensonge de la famine. Je vous ai expliqué comment les Jules avaient fait, imitant Bazaine. Bazaine avait dû attendre la crédibilité de la famine pour expliquer aux Messins que nous allions nous rendre. Et bien, de même, pour expliquer aux Parisiens qu'on va capituler devant les Prussiens, on a dit il n'y a plus de stock. Or, ce n'était pas vrai. Et les gens vont s'en apercevoir tout de suite, étant donné qu'on avait décidé qu'il n'y aurait pas de rationnement, ce qui était une chose monstrueuse. Le rationnement va s'opérer de lui-même. La revue des Deux Mondes avait dit, mais c'est un rationnement qui se fera simplement par le renchérissement. Remarquez que c'était admirable. Ça veut dire ceux qui ont de l'argent ne s'apercevront de rien, ceux qui n'en ont pas, ben, ils se priveront, alors il y aura du rationnement. Si bien que les grossistes, enfin les épiciers en gros, ils avaient entassé, vous avez entassé les stocks de pommes de terre, de haricots, etc., mais ils ne les livraient qu'au compte-gouttes, c'est-à-dire aux gens qui payaient très cher. Mais quand on a vu l'armistice qui était annoncé, alors la chute des prix s'est produite, c'est pourquoi les carreaux des Halles ont été littéralement envahis de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire du riz, des pommes de terre et des haricots secs, parce qu'on les avait cachés et que maintenant il fallait les vendre n'importe comment. Alors ça avait été une indignation, on nous a dit on nous a menti. C'était le deuxième mensonge. Un premier mensonge de la convention d'armistice égale capitulation. Deuxième mensonge, famine qui n'est pas une famine. Troisième mensonge, la défense. Vous vous rappelez Blanqui, quand il disait depuis le 11 octobre, j'ai peur que nous soyons en présence d'une abominable comédie. C'était exactement ça. Les gens avaient compris maintenant qu'il s'agissait d'une comédie. Et quand on leur avait fait croire qu'on avait fait une sortie à Champigny, et qu'ils savaient, dès maintenant ils le savaient, qu'on n'avait même pas donné aux soldats un équipement pour passer la nuit dehors, pas de ravitaillement, parce que déjà les généraux avaient décidé qu'il n'y aurait pas de percée. Et quand en outre on s'apercevait, car on le savait maintenant, qu'il y avait moyen de percer, tous les observateurs neutres étaient d'accord. Pensez donc qu'il y avait Paris avec sa position centrale, il y avait une supériorité numérique de Paris écrasante, environ 500 000 combattants à Paris et 175 000 Allemands. Il y avait les lignes allemandes circulaires qui s'étendaient sur 85 km, vous m'entendez, 85 km avec 175 000 hommes au maximum, si bien que nulle part ces lignes n'avaient de profondeur, et que si on eût lancé sur n'importe quel point une réelle offensive, on la faisait, la percée. Quand les Parisiens ont compris que les généraux ne voulaient pas faire la percée, vous imaginez leur réaction. Le général Leflot, qui est le ministre de la guerre du gouvernement de la défense nationale, dira dans sa déposition devant la commission d'enquête, les opérations militaires avaient laissé à la population une impression extrêmement pénible. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. D'autre part, il y avait le comportement des officiers. Ça, c'est encore dans Goncourt. C'est le journal de Goncourt où j'ai trouvé ça. Écœurant spectacle, dit-il, de voir ces officiers gandins qui garnissent les tables et les cafés sur les boulevards, le verbe haut, l'air insolent, et quand ils ont assez consommé, ils paradent sur l'asphalte avec leurs cannes achetées le matin même. C'est hideux, disait-il. Or, c'étaient les officiers de la défaite et qui étaient ravis de la défaite. Il y avait une autre espérance trompée. Lorsque les Parisiens avaient crié « La République, vive la République », c'était en 92, ils avaient pensé deux choses. La République de 92, je vous le disais, c'était l'envahisseur repoussé, c'était Valmy. Mais la République 92, c'était aussi la libération des esclaves. C'était un peu plus de liberté. Quelque chose qui changerait dans la condition ouvrière. Eh bien, rien n'avait changé. Et au contraire, elle s'était accrue, dans le mauvais sens. Pensez que durant le siège, tout de même, il y avait les usines d'armement qui tournaient, parce que c'est quand les gens qui n'étaient pas mobilisés pouvaient vivre, parce qu'ils travaillaient dans l'usine d'armement, mais stop tout de suite, dès que l'armistice est intervenu, il n'y a plus d'usine d'armement.
Par conséquent, comment survivent-ils, ces Parisiens, alors qu'il y a une quantité d'ateliers qui sont fermés, qu'il y a un lockout patronal général, qu'il y a beaucoup de patrons qui ont dit on va fermer les ateliers parce qu'avec cette plèbe déchaînée, qu'il y a des fusils, on ne sait pas ce que ça peut donner, nous on peut supporter un manque à gagner, alors laissons la manufacture fermée. Alors, comment vivent-ils? Ils vivent avec la solde des gardes nationaux. Je vous ai dit qu'ils étaient environ 250 000, les gardes nationaux. Là-dessus, il y en avait plus de 200 000 qui étaient de pauvres gens. On leur allouait 30 sous par jour, plus 75 centimes pour la femme, plus 25 centimes par enfant. 30 sous par jour, ça faisait à peu près 2 francs 50, quoi, s'ils avaient des gosses. Vous savez qu'à ce moment-là, le salaire moyen de l'ouvrier était 5 francs. Parce que ces types n'auraient désiré qu'une seule chose, c'était reprendre du travail, parce que c'était un peu supérieur aux 30 sous qu'on leur allouait. Mais ces 30 sous, c'était vital pour eux. C'était la même chose qui s'était passé au moment des ateliers nationaux de 1848. Là aussi, un très vaste lockout patronal dans Paris. Des quantités d'ateliers fermés. Les ateliers nationaux vivaient avec 30 sous aussi. Alors quand on avait voulu obtenir une insurrection, qu'est-ce qu'on avait fait? C'était M. de Falloux qui avait fait ça avec son ami Montalembert. On avait décidé que du jour au lendemain, fermeture des ateliers nationaux. C'est-à-dire que ces types qui survivaient avec 30 sous n'avaient plus rien. Alors ils étaient descendus dans la rue, ils avaient fait les barricades et c'était tout ce qu'on attendait pour les mitrailler. De même maintenant, c'est pourquoi beaucoup de contemporains vont faire une comparaison entre ateliers nationaux et garde nationale. Ils vont dire, c'est la situation de 1848 qui recommence. Nous avons ces entretenus, c'est un mot admirable, les entretenus, les gardes nationaux qui vivent avec leurs 30 sous. Eh bien oui, c'est des gens qui avaient voulu vivre en travaillant, vous savez. C'est une vieille formule révolutionnaire, vivre en travaillant ou mourir en combattant. C'est ce qu'ils avaient dit en 48. Et ils ne pouvaient même pas vivre en travaillant parce qu'on ne leur donnait pas de travail. Les socialistes, c'est vrai, les socialistes avaient agi à Paris. Qu'est-ce qu'ils étaient? Oh, ils n'étaient pas nombreux. Et quand je dis les socialistes, je devrais plutôt vous dire l'extrême gauche, car ils sont divisés. Il y a ceux qui s'appellent les socialistes proprement dit, je vous en parlerai au moment de la composition de la commune, puis ceux qui sont simplement des républicains rouges, des républicains très avancés. Et dès que le siège avait commencé, en septembre, les extrémistes, disons si vous voulez un seul mot, les extrémistes, avaient organisé dans chaque mairie un comité. Ils appelaient ça comité de vigilance et de défense. De vigilance politique et sociale et de défense nationale. Ces comités avaient fait ce qu'ils avaient pu pour essayer de soutenir cette résistance qui n'existait pas, mais peu à peu, ils avaient décru. Enfin, il y avait beaucoup de gens qui ne s'intéressaient plus à eux. Ils avaient fait, c'est vrai, ils avaient fait le 31 octobre, vous vous rappelez, quand le gouvernement a failli tomber, mais peu à peu, de mois en mois, les gens étant là, étant fourbus, étant fatigués, ne mangeant pas, les gens n'allaient plus aux réunions des comités. Alors, le 6 janvier 1871, les extrémistes avaient tenté un appel au peuple. Ils avaient fait une affiche qu'on appellera l'affiche rouge, qui est devenue célèbre. Il y avait 110 noms, que nous retrouvons presque tous au moment de la commune proprement dite. Et ça disait quoi l'affiche? Ça disait Parisien, enfin vous voyez bien, ouvrez les yeux. Vous apercevez bien que vous êtes trahis, le gouvernement ne fait pas son métier. Il ne fait ni un métier républicain, ni un métier de défense nationale. Alors place au peuple, place à la commune. C'est la première fois que ce mot de commune éclatait. Oh, il avait déjà été prononcé, ou du moins murmuré à plusieurs reprises. Lorsqu'il y avait des manifestations de gardes nationaux de gauche au début d'octobre 1871, lorsque le 31 octobre, il y avait eu cette émeute où le gouvernement a failli sombrer, le mot de commune avait été prononcé. Qu'est-ce que ça signifiait pour les gens? Qu'est-ce que ça voulait dire, commune? Ça voulait dire pas autre chose qu'une municipalité. À Paris, il n'y avait pas de municipalité. Les villes de province en avaient, mais tous les régimes, quels qu'ils fussent, avaient interdit une municipalité à Paris parce que c'était un danger. Pourquoi? Parce qu'une municipalité s'est élue, parce que la Chambre des députés s'est élue aussi, par conséquent, il y aurait deux organismes face à face et rivaux, tous les deux issus du suffrage universel. Alors, Paris étant toujours dangereux, on avait décidé que la ville de Paris n'aurait jamais de municipalité à elle. C'est ce que voulaient les gens. Ils voulaient une municipalité parisienne, et quand ils criaient commune, soyez sûr qu'ils avaient dans l'oreille ou dans la mémoire de souvenirs de 92, puisque vous vous rappelez bien que le 10 août 92, c'était une commune insurrectionnelle qui avait renversé le roi et qui avait fondé la République. Ça n'avait pas eu beaucoup d'écho, vous savez. Ah non, pas du tout. Cette affiche rouge du 6 janvier, ça n'a presque rien donné, puisque quand ils vont essayer de passer à l'action, les malheureux extrémistes, le 22 janvier, lorsqu'avec des fusils, ils vont essayer de s'avancer vers l'hôtel de ville, ils seront à peine quelques centaines, les soldats qui sont là, qui sont du reste des mobiles bretons, et qui sont cachés derrière toutes les fenêtres de l'hôtel de ville, vont ouvrir le feu, on fera un carnage. Enfin, c'est loupé. Ils sont, ces socialistes, sans le savoir peut-être, exactement dans la ligne de Robespierre. Je voudrais vous citer là une phrase de Robespierre qui est trop peu connue, qui date de 1788, c'est-à-dire au moment où ce n'est pas encore la Révolution, mais où elle se prépare par les États généraux. Il était candidat aux États généraux, Robespierre, et il avait répandu ce qu'on appellerait aujourd'hui un petit tract, dans lequel il y avait une phrase très extraordinaire, que je crois savoir par cœur. Et la voici, cette phrase. La plus grande partie
de nos concitoyens est aujourd'hui réduite par l'indigence à ce dernier degré d'avilissement où l'homme, uniquement préoccupé de survivre, est incapable de réfléchir aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donnés. Vous avez entendu, hein, réfléchir aux causes de sa misère. Qu'est-ce qu'il leur disait au pauvre Jean Robespierre? Il leur disait, vous êtes dans une condition d'exploité, vous êtes les victimes d'un certain système, mais ouvrez les yeux, réfléchissez aux causes de votre misère, pour les guérir. Réfléchissez aussi aux droits que vous avez, que la nature vous a donnés, que tout homme possède. Voilà ce qu'il avait essayé de faire, et c'est ce qu'essayaient aussi de faire les socialistes de 70-71. Seulement, dans l'ensemble, beaucoup de gens ne s'en rendaient pas compte. Les gens étaient en effet des victimes, mais ils ne se doutaient pas eux-mêmes qu'ils étaient comme la cariatide sur le dos de laquelle, cariatide est un mot de Victor Hugo, sur le dos de laquelle s'organisait le festin des nantis. Ben, vous savez, c'était difficile de faire entrer ça dans la tête de ces gens qui étaient, hélas, presque tous des bêtes de somme, qui ne réfléchissaient pas, qui ne pensaient en effet uniquement qu'à survivre, enfin leurs 30 sous, le moyen d'élever les gosses. Et les socialistes n'avaient guère d'audience. Heureusement ou malheureusement, comme vous voudrez, les événements vont leur donner une force nouvelle. La garde nationale, c'était donc à peu près la totalité de la population mâle de Paris en état de porter les armes, et donc une immense majorité de prolétaires. La garde nationale s'était bien aperçue pendant le siège qu'elle était détestée par les pouvoirs publics, mais détestée, vous savez. Précisément pourquoi? Parce que c'était les pauvres qui avaient les fusils. Alors on avait vu le gouvernement refuser de les laisser faire cette sortie qui ne demandait qu'à faire. Ces gens-là voulaient se battre. L'armée ne voulait pas se battre, mais eux voulaient se battre. Et on passait son temps à les calomnier. Le gouvernement des Jules avait mis à la tête de la garde nationale un certain général Clément Thomas, dont je vous demande de garder le nom en mémoire. Général Clément Thomas, qui avait passé son temps à essayer de calomnier les bataillons les plus hardis de la garde nationale, tous ceux qui représentaient les bataillons faubouriens. Il les avait persécutés. Il avait révoqué des tas de chefs de bataillon, tous ceux qui représentaient un danger social. Et quand on avait enfin lancé la garde nationale à l'assaut à Buzenval le 19 janvier, on ne l'avait fait que dans l'intention de pratiquer une saignée sur elle. Trochu et le général Ducrot surtout, dans leur mémoire, ne cacheront pas que l'opération n'était en aucune manière une tentative de percer des lignes allemandes. Simplement, on voulait essayer de faire massacrer ces gardes nationaux le plus possible pour les calmer. Alors ils s'en étaient rendus compte, les gars, hein, si bien qu'ils avaient décidé de se fédérer. Ça sera les fameux fédérés de la commune. Voyons, qu'est-ce que ça veut dire? Et je voudrais vous indiquer quelque chose dont je ne crois pas qu'eux-mêmes eussent conscience. C'était des bataillons. Des bataillons qui étaient dirigés par un commandant suprême. Ce commandant suprême s'était appelé jusqu'au 3 mars Clément Thomas. Bon. Ben, ces bataillons avaient décidé de former une unité, une fédération. Ils avaient décidé que dorénavant, ils étaient indépendants, qu'ils choisiraient eux-mêmes leur chef, y compris leur commandement suprême. Fédération, ça vous rappelle 1790, n'est-ce pas? Ben, 1790, on nous a appris, et Michelet, Dieu sait s'il a brodé là autour, 1790, 14 juillet 90, c'était la Fédération française, c'est-à-dire, paraît-il, la première fois qu'un sentiment national venait éclore en France. Ce n'est pas vrai. On sait aujourd'hui ce que fut la Fédération du 14 juillet 1790. La garde nationale d'alors, la garde nationale qui est composée uniquement de possédants, avait pratiqué ce jour-là, le 14 juillet 1790, son premier grand congrès. Congrès national de la bourgeoisie armée, qui était là avec ses canons et avec ses fusils pour dire aux petites gens, ceux qu'on appelait les citoyens passifs, ceux qui n'avaient pas le droit de vote, pour dire aux petites gens, nous sommes les plus forts, hein, ne bougez pas. Vous voyez que nous avons les armes entre nos mains. Nous avons, nous, des fusils, nous avons, nous, des canons. Vous n'avez rien, ne bougez pas. La fédération, c'était, je vous le répète, le congrès national armé de la bourgeoisie. Robespierre l'avait bien compris. Robespierre qui était un esprit extraordinairement lucide, à qui on n'a pas encore assez rendu hommage. Robespierre avait écrit ceci, je sais ce que vous voulez faire. Vous voulez diviser, je cite, c'est une phrase très importante, vous voulez diviser la nation en deux classes, dont l'une ne sera armée que pour contenir l'autre. C'était ça, la garde nationale. Eh bien, la fédération de 1871, la fédération de la garde nationale, c'était une riposte, sans savoir quelle était une riposte des petits, une riposte des opprimés à la fédération des gros. Quand Vallès dédiera son livre L'insurgie à la fédération des misères, fédération des douleurs, comme il dira, c'est de la littérature, si vous voulez, ça représentait tout de même une réalité. Pour la première fois, les petites gens se fédéraient, les petites gens se groupaient, les petites gens faisaient bloc, faisaient unité, pour essayer de se défendre, pour essayer de résister. Ils voyaient très bien que l'Assemblée n'avait qu'une idée, c'était d'étrangler la République.
Ils savaient comment allait être composée l'Assemblée, avec cette immense majorité de royalistes. Ils savaient qu'on allait préparer, comme dira l'un d'entre eux, le troisième cadavre de la République. Alors avec leur fédération de la garde nationale, ils se constituaient les sentinelles de la République. La tension avait été extrême dans Paris à la fin de février. Déjà, on avait décidé à la garde nationale de mettre un comité central, 35 gars qui sont là, qui représenteront les bataillons. Il y avait 240 bataillons, il y en avait 215 qui s'étaient fédérés, donc les autres qui restaient, c'est ceux qui n'avaient pas voulu marcher dans la fédération et qui représentaient les quartiers bourgeois. Mais vous voyez l'énorme majorité, 215 sur 240. Ils avaient décidé qu'ils refusaient celui qu'on voulait mettre à la tête et qui était qui? Le général Dorel de Paladine. Ils ne savaient pas, ce que nous savons aujourd'hui, que Dorel de Paladine avait trahi Gambetta. Il avait trahi la résistance. Mais ils savaient que Dorel de Paladine était un ancien bonapartiste, était même un ancien sénateur de l'Empire, et ils n'acceptaient pas d'être commandés par un général pareil. Alors ils avaient déclaré non, nous n'acceptons pas ce commandement en chef. C'était évidemment une rébellion, quoi, un refus d'obéissance. Et ils avaient même décidé qu'ils appelleraient à leur tête, du moins d'une manière honorifique, Garibaldi. Garibaldi que l'Assemblée avait refusé. Bon, elle avait refusé de l'admettre, je veux bien, il n'était pas français, elle l'avait appelé Mettec. C'était un général qui s'était mis au service de la France. Alors les gardes nationaux avaient dit, mais nous acclamons, nous, comme chef Garibaldi. Il ne viendra pas, remarquer. Le 28 mars, il leur enverra une lettre en disant, écoutez, non, je suis italien, je ne me vois pas chef de la garde nationale parisienne. Et il leur avait dit d'autres choses que je vous citerai plus tard. Enfin, toujours est-il qu'ils refusaient le chef qu'on leur imposait. Et même le 3 mars, ils vont déclarer, si jamais le gouvernement essaye par la force de nous enlever nos fusils, nous répondons nous aussi par la force. Vous voyez que la tension était très grande. Mais c'était surtout le 26 février que ça avait été une journée dramatique. Pourquoi donc? La convention d'armistice qui avait été signée par Jules Favre expirait ce 26 février. Ça voulait dire que les Allemands se croyaient en droit de reprendre les hostilités, de recommencer le bombardement de Paris, si on ne signait pas quelque chose qui remplacerait la convention d'armistice et qui sont ces préliminaires de paix que je vous ai racontés la dernière fois. Toute la journée du 26 février, c'est une agitation fiévreuse dans Paris. Le 24 février, l'avant-veille, le 24 février, c'était la commémoration du 24 février 1848, c'est-à-dire la première résurrection de la République. Alors on avait vu ce jour-là, ce 24 février, sur la place de la Bastille, autour de la colonne de Juillet, vous savez, cette colonne surmontée d'une espèce d'ange libérateur, on avait vu des flots de gens, des quantités de gardes nationaux en armes, et même des soldats, qui étaient venus là apporter des immortels rouges, enfin des bouquets, au pied de la statue de la Bastille qui représentait leur espoir républicain. 24. Le 25, encore plus de monde. Le 26, un monde fou parce qu'on se dit, mais l'armistice n'est pas prolongé, c'est ce soir que les Allemands vont entrer. J'ajoute, parce que je veux être loyal et que je veux tout vous dire, même ce qui m'est désagréable. La foule, une fois que la foule est réunie, lorsque la foule est excitée, et s'il y a une première violence, la violence se déchaîne, contagion. Là, il y avait là un agent de police en civil d'un Corse, il s'appelait Vincent Zini. Vincent Zini était envoyé par le préfecteur de police pour prendre des notes. Et sur un petit calepin, il marquait le numéro des bataillons des soldats qui osaient participer à un défilé républicain. On l'a repéré, on s'est jeté sur lui. Ça a été assez épouvantable. On a commencé par l'écharper, puis on l'a jeté dans l'eau, dans le canal Saint-Martin. Le pauvre type essayait de nager, alors on lui a lancé des briques, on lui a lancé des coups de gaffe d'acier. Il s'est accroché à un bateau. Des types sont avancés sur lui pour lui maintenir la tête sous l'eau. Enfin, on a tué dans des conditions affreuses parce qu'ils étaient 100 contre 1, ce malheureux type. À la fin de la soirée, on ne savait toujours pas si l'armistice était prolongé. 200, 300 000, 400 000 bons hommes montent dans la direction des Champs-Élysées, puisque si les Allemands viennent, ils arriveront du côté de Versailles. Et bien, par bonheur, on va apprendre que ça y est tout de même, que l'armistice a été décidé, et que les Allemands entreront le 1er mars, c'est-à-dire 4 jours plus tard, le 1er mars, pour un défilé symbolique, qui s'arrêtera juste aux Champs-Élysées. Remarquez que Thiers avait une astuce incroyable. Thiers est un homme de ressources. Hein. Vous avez vu ce qu'il avait fait au moment de Belfort. Que c'est grâce à Thiers, que Bismarck avait pu garder Metz. Alors Thiers va user d'une double astuce. Premièrement, il va faire savoir à l'opinion publique, vous savez, si on a gardé Belfort, c'est à cause de moi, où je me suis battu avec le chancelier, il voulait absolument garder Belfort, j'ai usé de la menace, j'ai usé des sanglots, enfin vous l'avez. Et deuxièmement, pour faire tenir tranquille les Parisiens, il leur dit, savez-vous ce qui s'est passé? Ben voilà, les Allemands voulaient absolument entrer dans Paris. Et ils m'avaient mis le marché en main, le couteau sous la gorge. Il m'avait dit, si vous vous opposez à notre entrée dans Paris, nous gardons Metz, nous gardons Bréfort. Alors vous comprenez bien que, afin de garder la grande citadelle de Belfort, l'héroïque citadelle de Belfort au territoire national, j'ai été obligé d'accepter l'entrée des Prussiens dans Paris. Les Parisiens vont se dire, bon, on ne peut pas hésiter nous-mêmes, enfin, puisque ça nous permet de garder Belfort, alors on ne bougera pas.
Les Prussiens vont entrer le 1er mars et je dois vous dire que Paris s'est conduit là d'une manière noble. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que les livres d'histoire nous disent sur ce qui s'était passé lors de l'entrée des Alliés, les Cosaques surtout, dans Paris en 1815. Ça avait été des scènes hideuses, vous savez. Quand ils étaient entrés dans les quartiers populaires, ça n'avait pas bougé. Mais quand ils étaient arrivés dans les quartiers riches, sur les grands boulevards, ça avait été des ovations. Les femmes du monde montaient en croupe sur les chevaux des Cosaques, puis c'était les libérateurs, ces étrangers qui venaient ramener le roi, vous pensez. Eh bien, rien de semblable. Le 1er mars 1871, quand cependant les Allemands entrent par les beaux quartiers de Paris, ils entrent par Neuilly, ils entrent par le 16e, ils entrent par le 8e arrondissement, ils entrent par les Champs-Élysées, tout le monde a fermé les fenêtres, toutes les boutiques sont fermées, ils entrent dans un silence de mort. À partir du 1er mars, ça se calme dans Paris. La tension avait été extrême, il y a une espèce de retombée, enfin les choses vont, semble-t-il, de mieux en mieux. Mais ça ne fait pas l'affaire des manœuvriers de Versailles. L'Assemblée va maintenant se réunir, l'Assemblée qui était à Bordeaux va se réunir à partir du 20 mars à Versailles, et ces gens veulent absolument, vous m'entendez, se venger de Paris. Il y a une détestation de Paris chez les honnêtes gens, puisque c'est un mot que j'emploie souvent, mais c'est ainsi qu'il se désigne. Chez les notables de province, détestation dont je dois vous apporter quelques preuves. M. Paul Leroy-Beaulieu, dans la Revue des Deux Mondes du 15 mars 71, un article intitulé « La province pendant la guerre » va écrire. Depuis 20 ans, les provinciaux, il veut dire les notables de province, s'étaient promis de ne jamais plus autoriser un renouvellement de 1848. Et ils le disaient bien haut. Ils disaient qu'ils ne voulaient pas accepter que Paris impose à la province une république nouvelle, et ils attendaient pour un terme proche la délivrance. Qu'est-ce que ça veut dire la délivrance? Ça veut dire la capitulation. M. de Belcastel va dire « Nous ne voulons pas recevoir tous les 15 jours une révolution par télégraphe ». Voilà encore un bien plus bel article, idée du Nouvelliste de Versailles, journal allemand, enfin de l'occupation allemande, mais journal de langue française, du 24 octobre 1870. Les Parisiens ont sans cesse usurpé la domination sur les Français, sur les véritables Français. Qu'ils se lèvent, ceux-là, qu'ils défendent leur liberté contre une capitale abusive pour lui déclarer qu'ils n'entendent plus se laisser exploiter par elle. Et M. Demeaux va dire, à Paris du reste, M. le baron Haussmann a mal organisé les choses. Et il le dit avec un tel cynisme qu'il faut que je vous donne le document. D'un côté, la ville de la jouissance, de l'autre, la ville du travail, en serrant la première et la menaçant. Et Louis Veuillot aura la formule finale, Paris, c'est le cancer de la France et c'est le scandale du monde. Alors même s'il y a des gens à l'Assemblée, il y en a quelques-uns, qui voudraient qu'on ne se vengeât pas de Paris, enfin qu'on s'arrangeât, qu'on trouvât un moyen. La majorité ne veut pas, la majorité veut du sang. Écoutez encore Veuillot, 8 mars, aucun accommodement n'est possible avec des gens qui méconnaissent volontairement et criminellement les conditions de la paix sociale. Conditions de la paix sociale, pour lui, c'est la résignation. Le lieutenant-colonel Elbert va écrire « Paris avait besoin d'une leçon ». Sorel, l'historien, Sorel, l'Académie française bien sûr, il faudra tout ou tard un coup de force. Le plus tôt sera le mieux, je souhaite qu'on en finisse une bonne fois. Doudan, il s'appelle Ximénez Doudan, c'est une espèce de pitre qui est au service des Broglie. C'est leur amuseur, enfin c'est leur spirituel, leur petit bouffon. Il va écrire le 6 mars. Cette sorte de calme, un peu sinistre que l'on voit à Paris, c'est le calme d'avant la tempête. J'éprouve quant à moi un certain désir d'entendre le tonnerre. Le 7 mars, il dit « Il y a une épizootie dans la canaille. Certains disent qu'on pourrait peut-être conjurer cette peste bovine sans tuer les bœufs. Quant à moi, je n'y crois pas. » Et le général Dubarail, encore plus net, va dire « Il y a là une de ces maladies de la canaille qu'il faut traiter avec ces pilules de fer qu'on appelle les boulets. » Ce qu'ils voudraient faire, les gens de la majorité, c'est se couvrir. Ils voudraient que Paris attaque. Ils voudraient faire ce qu'ils ont raté en 1870, vous savez, puisque c'est la France eux-mêmes qui ont pris l'initiative d'attaquer l'Allemagne. Vous vous rappelez bien que le 19 juillet 1870, c'est les Français qui ont pris l'initiative des opérations. C'était extrêmement malin de la part de Bismarck de provoquer une déclaration de guerre. Eh bien, ils se sont aperçus, les notables, que c'était une maladresse. Alors maintenant, ils ne veulent pas déclarer ouvertement la guerre à Paris. Ils voudraient que Paris leur déclare la guerre, c'est-à-dire une insurrection qui permettrait de dire « c'est comme dans les journées de juin, on est bien obligé de mettre le canon ». Paris ne bouge pas, précisément. Paris ne va pas se lever. Alors nous allons assister, au mois de mars 1771, à une série de provocations. Première provocation, dans le gouvernement qui va être constitué, qui est-ce qu'on va voir reparaître? Les Jules eux-mêmes. Jules Favre, Jules Simon, que la population de Paris détestait à juste titre et que Thiers va mettre dans son ministère. C'est une espèce d'insulte à la population parisienne qui ne peut plus y souffrir. Ils sont là.
Deuxièmement, le 19 février, Thiers va faire une promotion d'ambassadeur, ambassadeur de la République française. Ben, savez-vous les noms de ces ambassadeurs? Ces ambassadeurs sont tous des royalistes. À Londres, c'est le duc de Broglie. À Saint-Pétersbourg, c'est le duc de Noailles. À Madrid, c'est le marquis de Bouillé. À Vienne, c'est le marquis de Bonneville. À Constantin, c'est le marquis de Vaugué. Il semble qu'il n'y a que des royalistes pour représenter la République. Troisièmement, on va décapitaliser Paris. Et ça, c'est le coup dur pour les Parisiens. Jamais, jamais dans l'histoire française, on avait vu une assemblée politique siéger ailleurs que Paris. C'est évidemment dans la capitale que se rassemble l'Assemblée nationale. Et bien, pour la première fois, ils vont se décider, les députés, en quittant Bordeaux, à ne pas aller à Paris, comme pour punir la ville, et ils vont se réunir à Versailles. Versailles, est-ce que vous vous rendez compte que ça signifiait pour les Parisiens? Ça signifiait deux choses. Versailles, c'était là où vivait le roi, dont on l'avait ramené, vous vous rappelez peut-être en octobre 1789, Boulanger, la boulangère et le petit mitron, les femmes de Paris étaient allées les chercher. Enfin, c'est la résidence royale. Et en plus, il n'y a pas 2 mois, il n'y a pas 3 semaines, il n'y a pas 8 jours. Qui est-ce qui était à Versailles? Les Allemands. Par conséquent, là où se réunissaient les forces allemandes, c'est là où va se réunir l'Assemblée nationale. C'était une gifle terrible sur Paris. Il y a mieux. Moratoire. Le moratoire pour les loyers, pour les dettes des commerçants. Ce moratoire avait été institué au début de la guerre. Il allait se terminer maintenant. Eh bien, l'Assemblée nationale, malgré la supplication des députés de Paris, et même des députés modérés de Paris, l'Assemblée nationale décide qu'il n'y aura plus de moratoire à partir du milieu d'avril, et que dans un instant, dans 48 heures, ces gens qui n'ont plus de sous, qui ne peuvent même pas travailler, ces gens vont être obligés de payer leurs dettes, et comme dit le journal des débats, ça sera la reprise du travail pour les huissiers. C'est pas fini. On va supprimer d'autorité, le général Vinoy qui commande à Paris, va supprimer d'autorité 6 des principaux journaux de Paris. Et quels journaux? Précisément les journaux républicains. Et l'Illustration, qui est un journal bien tranquille, va dire on supprime les journaux qui appartenaient précisément qui appartiennent précisément au parti qu'il importe de rassurer, c'est-à-dire le parti républicain. Ça ne suffit pas encore. On avait essayé de mettre Dorel de Paladine, à la tête de la garde nationale. La garde nationale n'avait pas voulu, mais enfin, Dorel de Paladine restait officiellement le chef de la garde nationale. Et maintenant, on va changer le préfet de police lui-même. Le préfet de police, jusqu'à présent, c'était un civil. Brusquement, le 17 mars 1871, le gouvernement décide que le préfet de police serait dorénavant un général, le général Valentin. Alors vous avez, à la tête de Paris, comme gouverneur militaire, un général, qui s'appelle Vinoy. Vous avez comme chef de la garde nationale, du moins officiellement, un autre général qui s'appelle Dorel de Paladine. Et vous avez à la préfecture de police un troisième général qui s'appelle Valentin. Tous les souvenirs reviennent aux gens. À la veille du 2 décembre, lorsque Louis-Napoléon Bonaparte avait décidé d'étrangler la République, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait nommé un général qui s'appelait le général Espinasse à la tête du ministère de l'Intérieur. Avec la nomination du général Valentin, tout semble prêt pour un coup d'État destiné à tuer la République.